l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Première partie. Chapitre 1. Mer du Nord. « Banc de harengs à bâbord !» annonça la vigie, et le vol de mouettes du phare du Sable Rouge accueillit la nouvelle avec des cris de soulagement. Il y avait 6 heures qu'elles volaient sans interruption, et bien que les mouettes pilotes les aient conduites par des courants d'air chaud agréables pour planer au-dessus de l'océan, elles sentaient le besoin de refaire leur force, et pour cela, quoi de mieux qu'une bonne ventrée de harengs. Elles survolaient l'embouchure de l'Elbe dans la mer du Nord. D'en haut, elles voyaient les bateaux à la queue leu-leu comme des animaux marins patients et disciplinés, attendant leur tour pour gagner la pleine mer et là, mettre le cap vers tous les ports de la planète. Kenga, une mouette aux plumes argentées, aimait particulièrement regarder les pavillons des bateaux car elle savait que chacun représentait une façon de parler, de nommer les choses avec des mots différents. Comme c'est difficile pour les hommes. Nous, les mouettes, nous crions de la même manière dans le monde entier, cria un jour Kenga à l'une de ses compagnes de vol. C'est comme ça. Et le plus étonnant, c'est que parfois, ils arrivent à se comprendre, répondit sa compagne. Au-delà de la ligne de la côte, le paysage était d'un vert intense. C'était un immense pré dans lequel on distinguait les troupeaux de moutons en train de paître à l'abri des digues et les ailes paresseuses des moulins à vent. Suivant les instructions des pilotes, la bande de mouettes du phare du Sable Rouge prit un courant d'air froid et se jeta en piqué sur le banc de harengs. 120 corps trouèrent la mer comme des flèches et en ressortant de l'eau, chaque mouette tenait un hareng dans son bec. Délicieux hareng, délicieux et gros, juste ce qu'il leur fallait pour reprendre de l'énergie avant de continuer à voler jusqu'à Den Helder où les rejoindraient les vols des îles Frisones. Le plan de vol prévoyait de continuer ensuite jusqu'au Pas-de-Calais et à la Manche où elles seraient reçues par les bandes de la baie de Seine et de Saint-Malo en compagnie desquelles elles voleraient jusqu'au ciel de Biscaye. Elle serait alors 1 millier qu'on verrait comme un rapide nuage d'argent et que grossiraient les bandes de Belle-Île, d'Oléron, des caps Machichaco, de Lapio et de Peñas. Lorsque toutes les mouettes autorisées par la loi de la mer et des vents voleraient au-dessus de la Biscaye, la grande convention des mouettes des mers Baltiques, du Nord et de l'Atlantique pourrait commencer. Oh, ce serait une belle réunion. Kenga y pensait en pêchant son 3e hareng. Comme tous les ans, on y raconterait des histoires intéressantes, en particulier celle des mouettes du Cap de Peñas, voyageuses infatigables qui parfois volaient jusqu'aux îles Canaries ou aux îles du Cap-Vert. Les femelles, comme elles, feraient de grands festins de sardines et de calamars pendant que les mâles construiraient les nids au bord d'une falaise. Elles y pondraient leurs œufs, les couvraient à l'abri de toutes les menaces, et quand les premières plumes résistantes pousseraient au poussin, viendrait la plus jolie partie du voyage, leur apprendre à voler dans le ciel de Biscaye. Kenga plongea pour attraper un 4e hareng et n'entendit pas le cri d'alarme qui ébranla l'air. « Danger à tribord! Décollage urgent !» Lorsque Kenga sortit la tête de l'eau, elle était seule sur l'immensité de l'océan. Chapitre 2. Un chat grand, noir et gros. « J'ai beaucoup de peine à te laisser tout seul, » dit l'enfant en caressant le dos du chat grand, noir et gros. Puis il continua à remplir son sac à dos. Il prenait une cassette du groupe Pur, un de ses favoris. La rangeait, hésitait, la sortait et ne savait pas s'il la remettait dans le sac ou s'il la laissait sur la table. Il n'arrivait pas à décider ce qu'il allait emmener en vacances et ce qu'il allait laisser à la maison. Le chat grand, noir et gros le regardait avec attention, assis sur le bord de la fenêtre, son endroit préféré. « J'ai pris mes lunettes pour nager. Zorba, tu n'as pas vu mes lunettes? Non? Ah, tu ne les connais pas, toi, tu n'aimes pas l'eau. Tu ne sais pas ce que tu perds. La natation est un des sports les plus amusants. Des croquettes? Proposa l'enfant en prenant une boîte de croquettes pour chat.
Il lui en servit une ration plus que généreuse, et le chat grand, noir et gros se mit à mastiquer lentement pour faire durer le plaisir. Quelle croquette délicieuse, craquante, au bon goût de poisson. C'est un garçon formidable, pensa le chat la bouche pleine. Comment ça? Un garçon formidable. Oh, le meilleur, corrigea-t-il en avalant. Zorba, le chat grand, noir et gros, avait de bonnes raisons de penser cela de cet enfant qui dépensait son argent de poche en délicieuses croquettes, qui nettoyait la litière de la caisse où il faisait ses besoins et qui l'instruisait en lui parlant de choses importantes. Ils passaient de longues heures ensemble sur le balcon à regarder l'activité incessante du port de Hambourg. Et là, par exemple, le garçon lui disait « Tu vois ce bateau, Zorba? Tu sais d'où il vient? Du Libéria, un pays d'Afrique très intéressant parce qu'il a été fondé par des hommes qui avaient été des esclaves. Quand je serai grand, je serai capitaine d'un grand voilier et j'irai au Libéria. Tu viendras avec moi, Zorba? Tu seras un bon chat de mer, j'en suis sûr. » Comme tous les enfants des ports, il rêvait de voyages dans des pays lointains. Le chat grand, noir et gros l'écoutait en ronronnant et se voyait aussi à bord d'un voilier sillonnant les mers. Oui, le chat grand, noir et gros avait beaucoup de tendresse pour le garçon et il n'oubliait pas qu'il lui devait la vie. Zorba avait contracté cette dette exactement le jour où il avait quitté le panier dans lequel il vivait avec ses 7 frères. Le lait de sa mère était tiède et doux, mais lui, il voulait goûter ces têtes de poisson que les gens du marché donnaient au grand chat. Il ne pensait pas en manger une entière, non, il voulait la traîner jusqu'au panier et là, miauler à ses frères « Assez de téter notre pauvre mère, vous ne voyez pas comme elle a maigri. Manger du poisson, c'est la nourriture des chats des ports. » Peu de temps avant de quitter le panier, sa mère lui avait miaulé très sérieusement. « Tu es agile et malin, c'est très bien, mais tu dois faire attention à ne pas sortir du panier. Demain ou après-demain, les humains vont venir décider de ton destin et celui de tes frères. Ils vont sûrement vous donner des noms sympathiques et vous serez assurés d'être nourris. C'est une grande chance de naître dans un port. Car dans les ports, on aime et on protège les chats. La seule chose que les humains attendent de nous, c'est que nous éloignions les rats. Eh oui, mon enfant, être chat de port est une grande chance. Mais tu dois faire attention, car il y a en toi quelque chose qui peut faire ton malheur. Mon enfant, si tu regardes tes frères, tu verras qu'ils sont gris ou rayés, comme les tigres. Toi, tu es né tout noir, sauf la petite tache blanche que tu as sous le menton. Il y a des humains qui croient que les chats noirs portent malheur. Ah, c'est pourquoi, mon petit, il ne faut pas sortir du panier. » Mais Zorba, qui était alors une petite boule de charbon, quitta le panier. Il voulait goûter une de ces têtes de poisson. Et il voulait aussi voir un peu le monde. Il n'alla pas très loin. La queue dressée et vibrante en trottant vers un étal de poissonnier, il passa devant un grand oiseau qui somnolait, la tête penchée. C'était un oiseau très laid, avec une énorme poche sous le bec. Soudain, le petit chat sentit que le sol s'éloignait de ses pattes, et sans comprendre ce qui lui arrivait, il se retrouva en train de faire une cabriole en l'air. Se souvenant de l'une des premières leçons de sa mère, il chercha un endroit pour retomber sur ses 4 pattes, mais en bas, l'oiseau l'attendait, le bec ouvert. Il tomba dans la poche. Pouf! Il y faisait noir, et ça sentait horriblement mauvais. « Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir !» miaula-t-il désespéré. « Ah bon, tu parles. Quelle bête tu es, là? Crois ça, l'oiseau, sans ouvrir le bec. »« Laisse-moi sortir ou je te griffe !» miaula-t-il, menaçant. « Ouais, je crois que t'es une grenouille. T'es une grenouille? » Crois ça, l'oiseau, toujours le bec fermé. « Je m'étouffe, oiseau idiot !» miaula le petit Zorba. « Ouais, t'es une grenouille. Une grenouille noire. C'est étrange. Crois ça, l'oiseau. »« Je suis un chat, je suis en colère. Laisse-moi sortir ou tu vas le regretter !» miaula le petit Zorba en cherchant où planter ses griffes dans la poche sombre. « Tu crois que je sais pas distinguer un chat et une grenouille? Les chats sont poilus, rapides et ils sentent la pantoufle. Toi, t'es une grenouille, voilà. Une fois j'ai mangé des grenouilles, c'est pas mauvais, mais elles étaient vertes. Dis donc. Tu serais pas une grenouille vénéneuse, par hasard? Crois ça, l'oiseau inquiet. Oui, je suis une grenouille vénéneuse et en plus je porte malheur. Quel problème? L'autre jour, j'ai avalé un hérisson vénéneux et il ne m'est rien arrivé. Quel problème, hein? Je t'avale ou je te crache? Réfléchit l'oiseau.
Mais il ne croassa rien de plus, car il s'agita, battit des ailes et ouvrit finalement le bec. Couvert de bave, le petit Zorba sortit la tête et sauta par terre. Il vit alors le garçon qui tenait l'oiseau par le cou et le secouait. « Tu es aveugle ou quoi, pélican imbécile ? Viens, mon chat. Un peu plus et tu finissais dans le ventre de cet oiseau. » Et il le prit dans ses bras. C'est ainsi qu'avait commencé cette amitié qui durait depuis 5 ans. Le baiser de l'enfant sur sa tête éloigna ses souvenirs. Il le vit enfiler son sac à dos, marcher vers la porte, et de là, lui dire encore adieu. « À dans 2 mois. Je penserai à toi tous les jours, Zorba, je te le promets. »« Au revoir, Zorba, au revoir, mon gros !» crièrent les 2 petits frères du garçon. Le chat grand, noir et gros entendit qu'on fermait la porte à double tour et il courut jusqu'à la fenêtre sur la rue pour voir sa famille adoptive avant qu'elle ne s'éloigne. Le chat grand, noir et gros poussa un soupir de satisfaction. Pendant 2 mois, il allait être le seigneur et maître de l'appartement. Un ami de la famille viendrait tous les jours lui ouvrir une boîte de nourriture et changer sa litière. 2 mois pour se prélasser dans les fauteuils, sur les lits, ou sortir sur le balcon, grimper sur les toits, aller jusqu'aux branches du vieux marronnier et descendre le long de son tronc jusqu'à la cour où il retrouverait les chats du quartier. Il n'allait pas s'ennuyer. Pas du tout. C'est ce que pensait Zorba, le chat grand, noir et gros, car il ne savait pas ce qui allait lui tomber dessus très bientôt. Chapitre 3. Hambourg en vue. Kenga déplia ses ailes pour prendre son envol, mais la vague fut plus rapide et la recouvrit toute. Quand elle sortit de l'eau, la lumière du jour avait disparu, et après avoir secoué énergiquement la tête, elle comprit que la malédiction des mers obscurcissait sa vue. Kenga, la mouette aux plumes argentées, plongea sa tête dans l'eau à plusieurs reprises, jusqu'à ce que quelques étincelles de lumière arrivent à ses pupilles couvertes de pétrole. La tache visqueuse, la peste noire, collait ses ailes à son corps, et elle se mit à remuer les pattes dans l'espoir de nager vite et de sortir du centre de la vague noire. Tous les muscles tétanisés par l'effort, elle atteignit enfin la limite de la tache de pétrole et le frais contact de l'eau propre. Lorsque, à force de cligner des yeux et de plonger sa tête sous l'eau, elle réussit à nettoyer ses yeux, elle regarda le ciel et ne vit que quelques nuages qui s'interposaient entre la mer et l'immensité de la voûte céleste. Ses compagnes de la bande du phare du Sable Rouge devaient être loin, très loin. C'était la loi. Elle aussi. Elle avait vu des mouettes surprises par les vagues noires mortelles, et malgré son désir de descendre leur apporter une aide aussi inutile qu'impossible, elle s'était éloignée, respectant la loi qui interdit d'assister à la mort de ses compagnes. Les ailes immobilisées, collées au corps, les mouettes étaient des proies faciles pour les grands poissons. Ou bien, elles mouraient lentement, asphyxiées par le pétrole, qui en glissant entre leurs plumes bouchait tous leurs pores. C'était le sort qui l'attendait, et elle désira disparaître rapidement dans le gosier d'un grand poisson. La tache noire, la peste noire, tandis qu'elle attendait l'issue fatale. Kenga maudit les humains. « Pas tous, il ne faut pas être injuste !» cria-t-elle faiblement. Souvent, elle avait vu d'en haut comment les grands pétroliers profitaient des jours de brouillard côtier pour aller en haute mer nettoyer leurs réservoirs. Ils jetaient à la mer des milliers de litres d'une substance épaisse et pestilentielle qui était entraînée par les vagues. Elle avait aussi vu que, parfois, des petites embarcations s'approchaient des pétroliers et les empêchaient de vider leurs réservoirs. Malheureusement, ces petits bateaux aux couleurs de l'arc-en-ciel n'arrivaient pas toujours à temps pour empêcher qu'on empoisonne les mers. Kenga passa les heures les plus longues de sa vie, posé sur l'eau, à se demander atterré si ce n'était pas la plus terrible des morts qui l'attendait. Pire que d'être dévoré par un poisson, pire que l'angoisse de l'asphyxie, mourir de faim. Désespérée à l'idée d'une mort lente, elle remua et se rendit compte avec étonnement que le pétrole n'avait pas collé ses ailes contre son corps. Ses plumes étaient imprégnées de cette substance épaisse, mais au moins, elle pouvait étendre les ailes.
J'ai peut-être encore une chance de sortir de là. Et qui sait, si en volant haut, très haut, le soleil ne fera pas fondre le pétrole. Une histoire racontée par une vieille mouette des îles Frisonnes revint à sa mémoire. Cela parlait d'un humain nommé Icare qui, pour réaliser son rêve de voler, s'était fabriqué des ailes avec des plumes d'aigle et avait volé très haut, tout près du soleil, si bien que la chaleur avait fait fondre la cire qui collait les plumes, et il était tombé. Kenga battit des ailes, replia ses pattes, s'éleva de quelques centimètres et retomba dans l'eau. Avant de recommencer, elle plongea complètement et remua ses ailes sous l'eau. Cette fois, elle s'éleva d'1 mètre avant de retomber. Ce maudit pétrole collait les plumes de sa queue, de sorte qu'elle ne pouvait pas guider son ascension. Elle replongea et, avec son bec, retira la couche de saleté qui couvrait sa queue. Elle supporta la douleur de l'arrachage des plumes jusqu'à ce que sa queue soit un peu moins sale. Au 5e essai, Kenga réussit à s'envoler. Elle battait des ailes désespérément car le poids de la couche de pétrole l'empêchait de planer. Un seul arrêt et elle tomberait. Par chance, elle était jeune et ses muscles répondaient bien. Elle vola très haut. Sans cesser de battre des ailes, elle regarda en bas et vit à peine la côte comme une ligne blanche. Elle vit aussi quelques bateaux comme de minuscules objets sur une nappe bleue. Elle monta plus haut, mais les effets du soleil qu'elle attendait ne l'atteignaient pas. Peut-être les rayons donnaient-ils une chaleur trop faible, peut-être la couche de pétrole était-elle trop épaisse. Kenga comprit qu'elle n'aurait pas suffisamment de force pour continuer à battre des ailes et vola vers l'intérieur des terres en suivant la ligne verte et sinueuse de l'Elbe, à la recherche d'un endroit pour se poser. Son battement d'ailes devint de plus en plus lourd et lent. Elle perdait ses forces. Elle ne volait plus aussi haut. Dans un effort désespéré pour reprendre de l'altitude, elle ferma les yeux et battit des ailes avec ses dernières énergies. Elle ne sut pas combien de temps elle vola, les yeux fermés. Mais quand elle les rouvrit, elle était au-dessus d'une haute tour ornée d'une girouette d'or. « Saint-Michel !» cria-t-elle en reconnaissant la tour de l'église de Hambourg. Ses ailes refusèrent de la porter plus loin. Schlaf! Chapitre 4. La fin d'un vol. Le chat grand, noir et gros prenait le soleil sur le balcon en ronronnant et en pensant comme c'était bon d'être là, à recevoir les rayons du soleil, le ventre en l'air, les 4 pattes repliées et la queue étirée. Au moment précis où il se retournait paresseusement pour présenter son dos au soleil, il entendit le bourdonnement d'un objet volant qu'il ne sut pas identifier et qui s'approchait à grande vitesse. Inquiet, il se dressa d'un seul coup sur ses 4 pattes et arriva tout juste à se jeter de côté pour esquiver la mouette qui s'abattit sur le balcon. C'était un oiseau très sale. Tout son corps était imprégné d'une substance noire et malodorante. Zorba s'approcha et la mouette essaya de se redresser en traînant les ailes. « Ce n'était pas un atterrissage très élégant, » miaula-t-il. « Je regrette. Je ne pouvais pas faire autrement. »« Dis donc, tu es dans un drôle d'état, mais qu'est-ce que tu as sur le corps? Tu sens vraiment mauvais. »« J'ai été atteinte par une vague noire. La peste noire, la malédiction des mers, je vais mourir. »« Mourir? Mais ne dis pas ça, tu es fatigué et sale, c'est tout. Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'aux eaux? C'est pas loin, il y a des vétérinaires qui pourront t'aider. »« Je ne peux pas. C'était mon dernier vol, » croissa la mouette d'une voix presque inaudible. Et elle ferma les yeux. « Ah non, ne meurs pas, repose-toi un peu et tu verras, tu iras mieux. Tu as faim? Je vais t'apporter un peu de ma nourriture, mais ne meurs pas, » miaula Zorba en s'approchant de la mouette évanouie. Surmontant son dégoût, le chat lui lécha la tête. Cette substance qui la couvrait avait un goût horrible. Quand il lui passa la langue sur le cou, il remarqua que la respiration de l'oiseau était de plus en plus faible. « Écoute, mon ami, je veux t'aider, mais je ne sais pas comment. Essaie de te reposer pendant que je vais demander ce qu'on fait avec une mouette malade, » miaula Zorba avant de grimper sur le toit. Il s'éloignait vers le marronnier quand il entendit la mouette l'appeler. « Tu veux que je te laisse un peu à manger ?» miaula-t-il soulagé. « Non, je vais pondre un œuf. Avec les dernières forces qui me restent, je vais pondre un œuf. Chat, mon ami, on voit que tu es bon, que tu as de nobles sentiments. Je vais te demander de me promettre 3 choses. Tu vas le faire.
demanda-t-elle en secouant maladroitement ses pattes dans un essai manqué pour se redresser. Zorba pensa que la pauvre mouette délirait et qu'avec un oiseau dans un état aussi lamentable, on ne pouvait qu'être généreux. « Je te promets tout ce que tu voudras, mais maintenant repose-toi, » miaula-t-il avec compassion. « Je n'ai pas le temps de me reposer. Promets-moi que tu ne mangeras pas l'œuf, » dit-elle en ouvrant les yeux. « Ah, je promets de ne pas manger l'œuf. »« Promets-moi de t'en occuper jusqu'à la naissance du poussin, » croassa-t-elle en soulevant la tête. « Je promets de m'occuper de l'œuf jusqu'à la naissance du poussin. »« Et promets-moi que tu lui apprendras à voler, » croassa-t-elle en regardant fixement le chat dans les yeux. Alors Zorba pensa que non seulement cette malheureuse mouette délirait, mais qu'elle était complètement folle. « Je promets de lui apprendre à voler. Et maintenant, repose-toi, je vais chercher de l'aide, » miaula Zorba en sautant sur le toit. Kenga regarda le ciel, remercia les bons vents qui l'avaient accompagnée, et juste au moment où elle poussait son dernier soupir, un petit œuf blanc, taché de bleu, roula à côté de son corps imbibé de pétrole. Chapitre 5. À la recherche d'un conseil. Zorba descendit rapidement le long du tronc du marronnier, traversa la cour de l'immeuble à toute vitesse en évitant de se faire remarquer par les chiens vagabonds, sortit dans la rue, s'assura qu'il n'y avait pas d'auto, traversa et courut jusqu'au Cuneo, un restaurant italien du port. 2 chats qui reniflaient une caisse à ordures le virent passer. « Eh mon pote, tu vois ce que je vois? Oh, quel joli petit gros !» miaula l'un des chats. « Ah ouais, mon vieux, hein, comme il est noir, c'est pas une boule de graisse, c'est une boule de goudron. Et où tu vas, petite boule de goudron? Même préoccupé par la mouette, Zorba n'était pas disposé à laisser passer les provocations de ces 2 voyous. Alors il s'arrêta, hérissa les poils de son dos et sauta sur le couvercle de la poubelle. Lentement, il étira une patte de devant, sortit une griffe longue comme une allumette et l'approcha du museau de l'un des provocateurs. « Elle te plaît? J'en ai 9 autres du même modèle. Tu veux les essayer ?» miaula-t-il très calmement. Le chat, qui avait la griffe sous le nez, avala sa salive avant de répondre sans quitter la griffe des yeux. « Non, chef, quelle belle journée, non, pas vrai? » « Et toi, qu'est-ce que tu en dis ?» demanda Zorba à l'autre chat. « Oh ben moi je dis que c'est une bien belle journée, plutôt idéale pour se promener, un peu fraîche peut-être, aïe. » Cette affaire réglée, Zorba reprit son chemin jusqu'à la porte du restaurant. À l'intérieur, les garçons préparaient les tables pour les clients de midi. Zorba miaula 3 fois et attendit assis sur le seuil. Peu après, Secrétario, un chat de gouttière très maigre, avec seulement 2 poils de moustache, un de chaque côté du nez, s'approcha de lui. « Bon, nous regrettons beaucoup, mais si vous n'avez pas réservé, nous ne pouvons pas vous accueillir. Nous sommes complets, » miaula-t-il en guise de salut. Il allait ajouter quelque chose encore, mais Zorba le coupa. « Bon, écoute, je dois miauler avec Colonello, c'est urgent. »« Urgent, toujours des urgences des dernières minutes. Je vais voir ce que je peux faire, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une urgence, hein ?» miaula Secrétario et il entra dans le restaurant. Colonello était un chat d'un âge indéterminé. Certains disaient qu'il avait le même âge que le restaurant qu'il abritait, d'autres soutenaient qu'il était encore beaucoup plus vieux. Mais cela n'avait pas d'importance, car Colonello avait un étrange talent pour conseiller ceux qui avaient des problèmes, et même s'il ne résolvait jamais aucune difficulté, ses conseils réconfortaient. Par son âge et par son talent, Colonello était une autorité chez les chats du port. Secrétario revint en courant. « Bon, suis-moi, Colonello va te recevoir, exceptionnellement. » Zorba le suivit.
Passant sous les tables et sous les chaises de la salle, ils arrivèrent à la porte de la cave. Ils descendirent en sautant les marches d'un escalier étroit et en bas trouvèrent Colonello, la queue dressée, en train d'examiner les bouchons des bouteilles de champagne. Ah, porca miseria. Les rats ont rongé les bouchons du meilleur champagne de la maison. Zorba, caro amico. Salva Colonello qui avait l'habitude de miauler des mots en italien. Excuse-moi de te déranger en plein travail, mais j'ai un problème grave et j'ai besoin de tes conseils. Mais je suis là pour ça, caro amico. Secrétario, sera mi amico un peu de ces lasagnes al forno qu'on nous a données ce matin. Mais vous les avez toutes mangées, j'ai même pas pu les sentir, se plaignit Secrétario. Zorba remercia en disant qu'il n'avait pas faim et raconta rapidement la tumultueuse arrivée de la mouette, son état lamentable et les promesses qu'il avait été obligé de faire. Le vieux chat écouta en silence, puis il réfléchit en caressant ses longues moustaches et finalement miaula avec énergie. « Porca miseria! Il faut se débrouiller pour que cette pauvre mouette puisse reprendre son vol. » Bah oui, mais comment? Le mieux, c'est de consulter Gesetto. C'est exactement ce que j'allais suggérer. Pourquoi faut-il toujours qu'il m'enlève les miaulements de la bouche, celui-là? Oh! Mais oui, c'est une bonne idée, je vais aller voir Gesetto, approuva Zorba. On va y aller ensemble. Les problèmes d'un chat du port sont les problèmes de tous les chats du port, déclara solennellement Colonello. Les 3 chats sortirent de la cave et coururent à travers le labyrinthe des cours des maisons alignées en face du port jusqu'au temple de Gesetto. Chapitre 6. Dans un endroit étrange. Gesetto habitait à un endroit assez difficile à décrire car, à première vue, cela aurait pu être un bric-à-brac d'objets étranges, un musée des extravagances, un dépôt de machines hors d'usage, la bibliothèque la plus chaotique du monde ou le laboratoire d'un savant inventeur d'engins impossibles à nommer. Mais ce n'était rien de tout cela, ou plutôt, c'était beaucoup plus que cela. L'endroit s'appelait Harry Bazar du port, et son propriétaire, Harry, était un vieux loup de mer qui, au cours de 50 ans de navigation sur les 7 mers, s'était employé à réunir toutes sortes d'objets dans les centaines de ports qu'il avait connus. Lorsque la vieillesse s'installa dans ses eaux, Harry décida de troquer sa vie de navigateur contre celle de marin à terre et d'ouvrir le bazar avec tous les objets qu'il avait réunis. Il loua une maison de 3 étages dans la rue du port, mais elle était trop petite pour exposer ses collections insolites, si bien qu'il loua la maison voisine à 2 étages, mais ce n'était toujours pas suffisant. Alors finalement, après avoir loué une 3e maison, il réussit à ranger tous ses objets. Rangés, évidemment, selon son sens de l'ordre très particulier. Dans les 3 maisons réunies par des couloirs et des escaliers étroits, il y avait près d'1 million d'objets parmi lesquels il faut signaler 7200 chapeaux à bord souple pour que le vent les emporte, 160 gouvernails de bateaux pris de vertige à force de faire le tour du monde, 245 feux de navires qui avaient défié les brumes les plus épaisses, 12 télégraphes de commandement écrasés par des capitaines irascibles, 256 boussoles qui n'avaient jamais perdu le nord, 6 éléphants de bois grandeur nature, 2 girafes empaillées contemplant la savane, un ours polaire naturalisé dans le ventre duquel se trouvait la main naturalisée aussi d'un explorateur norvégien. 700 ventilateurs dont les pales rappelaient les brises fraîches des crépuscules tropicaux, 1200 hamacs de jute garantissant les meilleurs rêves, 1300 marionnettes de Sumatra qui n'avaient interprété que des histoires d'amour, 123 projecteurs de diapositives montrant des paysages où l'on pouvait toujours être heureux, 54 000 romans dans 47 langues, 2 maquettes de la Tour Eiffel, l'une construite avec 1 demi-million d'aiguilles à coudre
et l'autre 300 000 cure-dents. 3 canons de bateaux corsaires anglais ayant attaqué Cartagena de Indias, 17 ancres trouvées au fond de la mer du Nord, 200 tableaux de coucher de soleil, 17 machines à écrire ayant appartenu à des écrivains célèbres, 128 caleçons longs de flanelle pour hommes de plus de 2 mètres, 7 fracs pour nains, 500 pipes d'écume de mer, un astrolabe s'obstinant à indiquer la position de la croix du Sud, 7 coquillages géants dans lesquels résonnait l'écho lointain de naufrages mythiques, 12 kilomètres de soie rouge, 2 écoutilles de sous-marins, et beaucoup de choses encore qu'il serait trop long de nommer. Pour visiter le bazar d'Harry, on devait payer une entrée et une fois à l'intérieur, il fallait un grand sens de l'orientation pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de chambres sans fenêtres, couloirs étroits et escaliers qui faisaient communiquer les 3 maisons. Harry avait 2 mascottes. Un chimpanzé nommé Mathias qui tenait la caisse à l'entrée, assurait la sécurité et jouait aux dames avec le vieux marin. Évidemment très mal. Il buvait de la bière et essayait toujours de tricher en rendant la monnaie. La deuxième mascotte, c'était Je sais tout, un chat gris, petit et maigre qui consacrait l'essentiel de son temps à l'étude des milliers de livres qu'il y avait là. Colonello, Secrétario et Zorba entrèrent dans le bazar, la queue en l'air. Ils regrettèrent de ne pas voir Harry derrière le comptoir car le vieux marin avait toujours des paroles affectueuses et des saucisses pour eux. Un instant, sac à puce, vous oubliez de payer l'entrée. Depuis quand est-ce qu'on paye, nous les chats? Sur la porte, il y a entrée de 2 marques. Nulle part il est écrit que les chats entrent gratis. 8 marques, on vous fichez le camp. Monsieur le singe, je crains que les mathématiques ne soient pas votre fort. C'est exactement ce que j'allais dire. Une fois de plus, vous m'enlevez les miaulements de la bouche. Blablabla, payez ou fichez le camp, cria Mathias. Zorba sauta sur le comptoir et regarda fixement le chimpanzé dans les yeux. Il soutint son regard jusqu'à ce que Mathias cligne des yeux et commence à pleurer. Bon, mais en réalité, ça fait 6 marques. Ah ben oui, tout le monde peut se tromper, hein? Reprit timidement Mathias. Sans cesser de le regarder dans les yeux, Zorba sortit une griffe de sa patte droite de devant. « Ça te plaît, Mathias ? J'en ai 9 autres pareils. Tu peux les imaginer plantés dans ce cul rouge que tu as toujours à l'air ?» miaula-t-il tranquillement. Oui, pour cette fois, je ferme les yeux, vous pouvez passer, glapit le chimpanzé en prenant un air calme. Les 3 chats, la queue orgueilleusement dressée, disparurent dans le labyrinthe de couloirs. Chapitre 7. Un chat qui sait tout. Terrible, oh, c'était terrible, il est arrivé quelque chose de terrible, miaula Je sais tout en les voyant. Nerveux, il se promenait devant un énorme livre ouvert sur le sol et par moments, il portait ses pattes de devant à sa tête. Il avait l'air vraiment inconsolable. « Mais qu'est-ce qui est arrivé ?» C'est exactement ce que j'allais demander. Il semble que m'enlever les miaulements de la bouche soit une obsession chez vous, protesta Colonello. Allons, c'est pas si grave, suggéra Zorba. Quoi, pas si grave, c'est terrible, quoi. Ces maudites souris ont mangé une page entière de l'Atlas. La carte de Madagascar a disparu, c'est terrible, insista Je sais tout en tirant sur ses moustaches. Secrétario, rappelez-moi qu'il faut organiser une battue contre ces mangeurs de Mazagamas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Madagascar. Continuez, continuez à m'enlever les miaulements de la bouche. Porca miseria. On va te donner un coup de main, Je sais tout. Mais maintenant, nous sommes ici parce que nous avons un grand problème. Et comme tu sais tant de choses, tu peux peut-être nous aider. Miaula Zorba et il lui raconta la triste histoire de la mouette. Je sais tout écouta avec attention. Il approuvait en remuant la tête et quand les mouvements nerveux de sa queue exprimaient avec trop d'éloquence les sentiments qu'éveillaient en lui les miaulements de Zorba, il essayait de la retenir avec ses pattes de derrière. Et je l'ai laissé comme ça, très mal, il y a un instant, conclut Zorba. Terrible, oui, terrible histoire. Voyons, laissez-moi réfléchir. Mouette, pétrole, mouette malade, c'est ça. Il faut consulter l'encyclopédie, s'exclama-t-il plein de jubilation. La quoi? Miaulèrent les 3 chats. L'encyclopédie, le livre du savoir.
Il faut chercher dans les tomes 13 et 16 les lettres M et P, indiqua Je sais tout d'un ton décidé. Voyons, c'est un plico, c'est un pipico, c'est un... Ma encyclopédie. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Oh, je vois que vous ne pouvez pas résister à la tentation de m'enlever les miaulements de la bouche, protesta Colonello. Je sais tout grimpa sur un énorme meuble dans lequel étaient alignés de gros livres à l'air imposant, et après avoir cherché les lettres M et P, il fit tomber les 2 volumes. Il descendit, et d'une griffe très courte, usée à force de feuilleter les livres, il tourna les pages. Les 3 chats gardaient un silence respectueux, tandis qu'ils marmottaient des miaulements presque inaudibles. Je crois qu'on va y être. Comme c'est intéressant, Merlan. Migration, Milan. Comme c'est intéressant. Écoutez ça, il semble que le Milan est un oiseau terrible. Oui, terrible. Il est considéré comme l'un des rapaces les plus cruels. Oui, oh, c'est terrible, s'exclama Je sais tout avec enthousiasme. Bon, le Milan ne nous intéresse pas, nous sommes ici pour une mouette. Auriez-vous l'amabilité de cesser de m'enlever les miaulements de la bouche? Pardon, mais pour moi, l'encyclopédie est irrésistible. Chaque fois que je regarde dans ces pages, j'apprends quelque chose de nouveau. Ben oui, morue, mouette, ça y est, mouette, on y est. Mais ce que l'encyclopédie disait des mouettes ne leur fut pas très utile. Ils apprirent que la mouette qui les préoccupait appartenait à l'espèce argentée, appelée ainsi à cause de la couleur de ses plumes. Ce qu'ils trouvèrent sur le pétrole ne les amena pas non plus à savoir comment aider la mouette, même s'il leur fallut supporter une interminable dissertation de Je sais tout qui parla longuement d'une guerre du pétrole dans les années 70. Par les piquants du hérisson, nous sommes toujours au même point, miaula Zorba. Alors ça, c'est... Vous voyez, c'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est la première fois que l'encyclopédie me déçoit. Alors là, s'exclama Je sais tout, désolé. Et dans cet encyclopédie, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a pas de conseils pratiques du genre comment enlever les taches de pétrole? Ah ben génial. Alors ça, génial, terriblement génial. C'est par là qu'on aurait dû commencer. Je prends tout de suite le tome 4, la lettre D, alors détachant, voilà, annonça Je sais tout en grimpant sur le meuble. Vous vous rendez compte, si vous aviez évité cette odieuse habitude de m'enlever les miaulements de la bouche, nous saurions déjà quoi faire, indiqua Colonello au silencieux secrétariat. À la page consacrée au mot détachant, ils trouvèrent, outre la façon d'enlever les taches de confiture, d'encre de Chine, de sang et de sirop de framboise, la solution pour éliminer les taches de pétrole. On nettoie la surface affectée avec un linge humecté de benzine. Ah bah ça y est, ça y est, miaula Je sais tout euphorique. Mais ça y est pas du tout, et où on va trouver la benzine? Grogna Zorba avec une mauvaise humeur évidente. Mais si je me souviens bien, dans la cave du restaurant, il y a un pot avec des pinceaux qui trempent dans de la benzine. Secrétariat sait ce qu'il doit faire. Pardon, monsieur, mais je n'ai pas bien saisi votre idée. Très simple, vous humectez convenablement votre queue avec la benzine, oui, et nous irons nous occuper de cette pauvre mouette, répondit Colonello en regardant ailleurs. Alors ça non, pas question, hein. Ah, pas question. Je vous rappelle, comme ce soir, je vous le rappelle, il y a une double portion de foie à la crème. Tremper ma queue dans la benzine, vous avez dit du foie à la crème. Du foie à la crème. Oh, miaula secrétariat consterné. Je sais tout décida de les accompagner et les 4 chats coururent jusqu'à la sortie du bazar d'Harry. À leur passage, le chimpanzé, qui venait de boire une bière, leur adressa un rot sonore. Chapitre 8. Zorba commence à tenir ses promesses. En arrivant sur le balcon, les 4 chats comprirent qu'il était trop tard.
Colonello, Je sais tout et Zorba regardèrent avec respect le corps sans vie de la mouette, tandis que Secrétario agitait sa queue dans le vent pour en chasser l'odeur de benzine. « Je crois qu'on doit lui fermer les ailes, c'est ce qui se fait dans ces cas-là. » Surmontant leur répugnance devant cet être imprégné de pétrole, ils replièrent ses ailes le long de son corps et en la déplaçant, ils découvrirent l'œuf blanc taché de bleu. « L'œuf! Oh! Elle a réussi à pondre l'œuf !» s'exclama Zorba. « Oh, tu t'es fourré dans une drôle d'histoire, caro amico. Hein? Une drôle d'histoire. » « Qu'est-ce que je vais faire avec l'œuf ?» s'interrogea Zorba de plus en plus angoissé. « Bah, avec un œuf, on peut faire plein de choses. Eh ben, une omelette, par exemple. » Oui, un coup d'œil dans l'encyclopédie nous dira comment préparer la meilleure des omelettes. Ah oui, alors, ce thème-là est traité dans le tome 15, lettre O. Oui. Pas question. Alors là, pas un miaulement de plus. Zorba a promis à cette pauvre mouette qui s'occuperait de l'œuf et du poussin une promesse sur l'honneur faite par un chat du port engage tous les chats du port. Aussi, on ne touche pas à cet œuf, déclara solennellement Colonello. « Mais je ne sais pas comment on s'occupe d'un œuf, j'ai jamais eu d'œuf, moi !» miaula Zorba désespéré. Alors les chats regardèrent Je sais tout, peut-être y avait-il quelque chose là-dessus dans sa fameuse encyclopédie. Je dois consulter le tome 15, lettre O. Il y a sûrement tout ce que nous devons savoir sur l'œuf. Mais alors pour l'instant, je conseille la chaleur du corps, beaucoup de chaleur du corps. Indiqua Je sais tout sur un ton pédant et didactique. C'est-à-dire se coucher sur l'œuf, mais sans le casser. C'est exactement ce que j'allais suggérer. Mais c'est effrayant, cette capacité que vous avez de m'enlever les miaulements de la bouche. Zorba, reste près de l'œuf. Nous allons accompagner Je sais tout pour voir ce que dit son empilogato, son anchimo. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Nous reviendrons ce soir avec des informations et nous donnerons une sépulture à cette pauvre mouette, décida Colonello avant de sauter sur le toit. Je sais tout et Secrétario le suivirent. Zorba resta sur le balcon avec l'œuf et la mouette morte. Il se coucha en faisant très attention et attira l'œuf contre son ventre. Il se sentait ridicule. Il pensait aux railleries que pourraient faire les deux voyous qu'il avait affrontés le matin si jamais il le voyait. Mais une promesse est une promesse, et, réchauffé par les rayons du soleil, il s'assoupit avec l'œuf blanc taché de bleu, tout contre son ventre noir. Chapitre 9. Une nuit triste. À la lumière de la lune, Secrétario, Je sais tout et Zorba creusèrent un trou au pied du marronnier. Peu auparavant, ils avaient jeté la mouette du haut du balcon dans la cour en faisant attention qu'aucun humain ne les voie. Ils la déposèrent rapidement dans le trou et la recouvrirent de terre. Alors, Colonello miaula gravement. « Camarade chat, cette nuit, nous disons adieu à la dépouille d'une malheureuse mouette dont nous ne connaissons même pas le nom. Tout ce que nous savons d'elle grâce aux connaissances de notre camarade Je sais tout, c'est qu'elle appartenait à l'espèce des mouettes argentées et qu'elle venait peut-être de très loin, du pays où le fleuve rejoint la mer. Nous savons peu de choses d'elle, mais ce qui importe
c'est qu'elle est arrivée mourante chez Zorba, l'un des nôtres, et qu'elle a mis en lui toute sa confiance. Zorba a promis de s'occuper de l'œuf qu'elle a pondu avant de mourir, du poussin qui naîtra, et, ce qui est plus difficile, camarades, il a promis de lui apprendre à voler. Alors, voler, tome 23, lettre V. Voilà, V, voler. Entendit-on Je sais tout murmurer. C'est exactement ce que M. Colonello allait dire. Ne lui enlève pas les miaulements de la bouche. Promesse difficile à tenir. Poursuivit Colonello impassible. Mais nous savons qu'un chat du port respecte toujours ses miaulements. Pour l'y aider, j'ordonne que notre camarade Zorba n'abandonne pas l'œuf jusqu'à la naissance du poussin et que notre camarade Je sais tout regarde dans son enquilbeau, dans ses bouquins, tout ce qui concerne l'art de voler. Et maintenant, disons adieu à cette mouette, victime du malheur provoqué par les humains. Tendons nos coups vers la lune et miaulons le chant d'adieu des chats du port. Au pied du vieil arbre, les 4 chats se mirent à violer une triste litanie et à leurs miaulements se joignirent très vite ceux des chats des alentours, puis ceux des chats de l'autre rive du fleuve, et aux miaulements s'unirent les hurlements des chiens, les pépiments plaintifs des canaris en cage et des moineaux dans leur nid, le coassement triste des grenouilles jusqu'au glapissement désordonné de Mathias le chimpanzé. Les lumières de toutes les maisons de Hambourg s'allumèrent et les habitants s'interrogèrent sur les raisons de l'étrange tristesse qui s'était subitement emparée des animaux. Deuxième partie, chapitre 1, portrait de chat en merpoule. Le chat grand, noir et gros passa des jours couché contre l'œuf, le rapprochant avec toute la douceur de ses pattes de velours, chaque fois qu'un mouvement involontaire de son corps l'éloignait de quelques centimètres. Ce furent des jours longs et inconfortables, qui lui parurent parfois totalement inutiles car il s'occupait d'un objet sans vie, une sorte de pierre fragile, même si elle était blanche, tachée de bleu. Un jour, ankylosé par le manque de mouvement, puisque, suivant les ordres de Colonello, il n'abandonnait l'œuf que pour aller manger et se rendre à la caisse où il faisait ses besoins, il eut la tentation de vérifier si un poussin de mouette grandissait vraiment à l'intérieur de l'ogive de calcaire. Il approcha alors une oreille de l'œuf, puis l'autre, mais il n'entendit rien. Il n'eut pas plus de chance lorsqu'il essaya de mirer l'intérieur de l'œuf en le plaçant à contre-jour. La coquille blanche tachée de bleu était épaisse, et on ne voyait absolument rien à travers. Toutes les nuits, Colonello, Secrétario et Je sais tout venaient le voir. Ils examinaient l'œuf pour vérifier si ce que Colonello appelait les progrès espérés se manifestaient. Mais après avoir constaté que l'œuf était le même qu'au premier jour, ils changeaient de sujet. Je sais tout ne cessait de regretter que son encyclopédie n'indique pas la durée exacte de l'incubation et que la donnée la plus précise qu'il avait réussi à trouver dans ses gros livres était que cela pouvait durer entre 17 et 30 jours, selon les caractéristiques de l'espèce à laquelle appartenait la mère. Couver n'avait pas été facile pour le chat grand, noir et gros. Il ne pouvait oublier le matin où l'ami de la famille, chargé de s'occuper de lui, avait pensé qu'il y avait trop de poussière par terre et avait décidé de passer l'aspirateur. Tous les matins, pendant les visites de l'ami, Zorba avait caché l'œuf au milieu des pots de fleurs du balcon pour consacrer quelques minutes à ce brave type qui changeait sa litière et ouvrait ses boîtes de nourriture. Il lui miaulait sa gratitude, se frottait contre ses jambes, et l'humain s'en allait en répétant qu'il était un chat très sympathique. Mais ce matin-là, après l'avoir vu passer l'aspirateur dans la salle de séjour et dans les chambres, il l'entendit dire « Et maintenant, le balcon. C'est entre les pots de fleurs qu'il y a le plus de saleté. » En entendant le bruit d'un compotier volant en mille éclats, l'ami courut dans la cuisine et criait depuis la porte. « Mais Zorba, tu es devenu fou! Regarde ce que tu as fait! Sors de là, chat idiot! Oh! Il ne manquerait plus que tu t'enfonces un bout de verre dans une pâte! » Quelles insultes injustes! Zorba sortit de la cuisine en prenant l'air penaud, la queue entre les pattes et trotta jusqu'au balcon. Ce ne fut pas facile de faire rouler l'œuf jusque sous un lit, mais il y arriva
et il attendit que l'humain ait fini le ménage et s'en aille. Le soir du 20e jour, Zorba somnolait et ne s'aperçut pas que l'œuf bougeait. Légèrement, mais il bougeait, comme s'il voulait se mettre à rouler par terre. Un chatouillement sur le ventre le réveilla. Il ouvrit les yeux et ne put s'empêcher de sauter en voyant que par une fente de l'œuf apparaissait et disparaissait une petite pointe jaune. Zorba prit l'œuf entre ses pattes de devant et vit comment le poussin donnait des coups de bec pour faire un trou par lequel sortir sa petite tête blanche et humide. « Oh, maman !» cria le poussin de mouette. Zorba ne sut que répondre. Il savait qu'il était noir, mais il crut que la chaleur de l'émotion le transformait en un chat violet. Chapitre 2. Il n'est pas facile d'être maman. « Maman, maman !» cria le poussin qui avait quitté son œuf. Il était blanc comme du lait et des plumes minces, clairsemées et courtes couvraient à moitié son corps. Il essaya de faire quelques pas et s'écroula contre le ventre de Zorba. « Maman, j'ai faim !» piailla-t-il en lui picorant la peau. Qu'est-ce qu'il allait lui donner à manger ? Je sais tout n'avait rien miaulé à ce sujet. Il savait que les mouettes se nourrissaient de poissons, mais d'où est-ce que lui, il allait sortir un morceau de poisson ? Zorba courut à la cuisine et revint en faisant rouler une pomme. Le poussin se dressa sur ses pattes mal assurées et se précipita sur le fruit. Le petit bec jaune toucha la peau et se tordit comme s'il était en caoutchouc, et en se redressant, il catapulta le poussin en arrière en le faisant tomber. « J'ai faim, maman ! J'ai faim !» cria-t-il en colère. Zorba, regrettant d'avoir vidé son plat avant la naissance du poussin, essaya de lui faire picorer une pomme de terre. Ses croquettes. Avec les vacances de la famille, il n'y avait pas beaucoup de choix. Rien à faire, le petit bec était tendre et se pliait contre la pomme de terre. Alors, dans son désespoir, il se souvint que le poussin était un oiseau et que les oiseaux mangeaient des insectes. Il sortit sur le balcon et attendit qu'une mouche se pose à portée de ses griffes. Il ne tarda pas à en attraper une et la donna à l'affamé. Le poussin la mit dans son bec, la serra et l'avala en fermant les yeux. « Oh, c'est bon, maman! Oh, c'est bon! Encore, maman! Encore !» cria-t-il avec enthousiasme. Zorba sautait d'un bout à l'autre du balcon. Il avait chassé 5 mouches et une araignée, lorsque du toit de la maison d'en face lui parvinrent les voix connues des chats voyous qu'il avait rencontrés quelques jours auparavant. « Eh, dis donc, regarde le petit gros! Regarde le petit gros fait de la gym! Oh, quel corps, c'est un vrai danseur! Hein? Ah ben oui, moi je crois qu'il fait de l'aérobic. Oui, il fait de l'aérobic. Quel joli petit gros, qui est gracieux, hein? Oh, quel style! Oh là, boule de graisse, tu vas te présenter à un concours de beauté! Les deux voyous riaient à l'abri de l'autre côté de la cour. Zorba leur aurait volontiers fait goûter le fil de ses griffes, mais ils étaient loin, si bien qu'il revint vers l'affamé avec son butin d'insectes. Le poussin dévora les 5 mouches, mais refusa de goûter l'araignée. Rassasié, il eut un hoquet et se blottit tout contre le ventre de Zorba. « Maman, oh, maman, moi j'ai sommeil. »« Écoute, je regrette, mais je ne suis pas ta maman, » miaula Zorba. « Bien sûr que si tu es ma maman, tu es une très bonne maman, » fit-il en fermant les yeux. À leur arrivée, Colonello, Secrétario et je sais tout trouvèrent le poussin endormi contre Zorba. Alors, ça, félicitations. Alors. Ça, c'est un très joli poussin. Il pesait combien à la naissance demanda je sais tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Je ne suis pas la mère de ce poussin, rétorqua Zorba. C'est la question qu'on pose d'habitude, hein, ne le prends pas mal. Voyons, c'est vraiment un joli poussin. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible, miaula je sais tout en posant ses pattes sur sa bouche. Tu pourrais nous dire ce qui est terrible? Le poussin n'a rien à manger, c'est terrible, voilà, c'est terrible. Mais tu as raison, j'ai dû lui donner des mouches et je crois qu'il va très vite encore avoir faim. Secrétario, qu'est-ce que vous attendez? Excusez-moi, monsieur, mais je ne vous suis pas. Allez au restaurant et ramener une sardine. Et pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi qui fais les courses? Moi qui trempe ma queue dans la benzine? Moi qui vais chercher une sardine? Mais pourquoi c'est toujours moi? Parce que ce soir, monsieur, il y a des calamars à la romaine pour le dîner. Ça vous semble pas une raison suffisante?
hein? Que qui empeste encore la benzine? Des calamars à la romaine. Vous avez dit des calamars à la romaine? Ah. Maman, qui c'est? Cria le poussin en montrant les chats. Oh, fausse alors. Il dit maman. Maman. Il t'a dit maman. C'est terriblement attendrissant. Maman. Arriva à s'exclamer je sais tout avant que le regard de Zorba ne lui conseille de fermer sa bouche. Bon, caro amico, tu as tenu ta première promesse, tu es en train de tenir la deuxième. Il ne te reste plus que la troisième. Ah oui, la plus facile, lui apprendre à voler, miaula ironiquement Zorba. Bon, alors, on y arrivera. Hein. Je consulte l'encyclopédie. Mais le savoir a besoin de temps, assura je sais tout. Maman, j'ai faim. Chapitre 3. Le danger à l'affût. Les difficultés commencèrent le lendemain de la naissance. Zorba dut agir énergiquement pour éviter que l'ami de la famille ne le découvre. Dès qu'il entendit ouvrir la porte, il retourna le pot de fleurs vide sur le poussin et s'assit dessus. Par chance, l'humain ne sortit pas sur le balcon et de la cuisine, on n'entendait pas les cris de protestation. Comme d'habitude, l'ami nettoya la caisse, changea la litière, ouvrit la boîte de nourriture et avant de partir, vint à la porte du balcon. « J'espère que tu n'es pas malade, Zorba. C'est la première fois que tu n'accours pas quand j'ouvre une boîte. Hein? Et puis, qu'est-ce que tu fais, assis sur ce pot? On dirait que tu caches quelque chose. Hein? Bon, allez. À demain, chafou. » Et s'il avait eu l'idée de regarder sous le pot? Rien que d'y penser, il eut mal au ventre et dut courir jusqu'à sa caisse. Il était là, la queue bien dressée, soulagé, à penser aux paroles de l'humain. Chafou. Il avait dit chafou. Il avait peut-être raison, parce qu'il aurait été plus pratique de lui laisser voir le poussin. L'ami aurait pensé qu'il avait l'intention de le manger, et il l'aurait emmené pour s'en occuper jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais lui, il l'avait caché sous le pot. Est-ce qu'il était fou? Hein? Non, pas du tout. Simplement, il suivait rigoureusement le code d'honneur des chats du port. Il avait promis à la mouette agonisante qu'il apprendrait à voler au poussin, et il le ferait. Il ne savait pas comment, mais il le ferait. Zorba recouvrait consciencieusement ses excréments lorsque les cris effrayés du poussin le ramenèrent sur le balcon. Et ce qu'il y vit lui glaça le sang. Les deux voyous étaient devant le poussin. Excité, il remuait la queue et l'un le maintenait d'une griffe posée sur le croupion. Par chance, il tournait le dos à Zorba et ne le virent pas arriver. Zorba banda tous ses muscles. « Qui aurait pensé qu'on allait trouver un déjeuner comme ça, mon pote? Ah, il est petit, mais il a l'air délicieux, non? Maman, au secours! Alors, dans les oiseaux, moi, ce que je préfère, ce sont les ailes. Là, elles sont petites, mais les cuisses ont l'air bien charnues. » Zorba sauta. En l'air, il sortit les 10 griffes de ses pattes de devant, et en retombant entre les deux voyous, il fit cogner leur tête par terre. Ils essayèrent de se relever, mais ne le purent pas, car chacun avait une oreille transpercée par une griffe. « Maman, et vous voulez me manger? » Nous, nous, mangez votre enfant. Non, madame, alors là, pas du tout. Là. Miaula l'un la tête contre le sol. Madame, nous sommes végétariens, madame. Alors, c'est un super végétarien, assura l'autre. Je ne suis pas madame, imbécile, miaula Zorba en le tirant par les oreilles pour qu'il puisse le voir. En le reconnaissant, les deux voyous se hérissèrent. Ouais, vous avez un joli petit là, mon ami. Ce sera un beau chat, hein? Oui, ça se voit de loin, hein? Quel joli chaton. C'est pas un chat, c'est un poussin de mouette, imbécile. Oui, j'ai toujours dit à mon copain, hein, il faut avoir des enfants de mouette, hein, pas vrai? Pas vrai, ouais. Aïe. Zorba décida d'en finir avec cette farce, mais ces deux crétins allaient se souvenir de ses griffes. D'un mouvement décidé, il replia ses pattes et ses griffes déchirèrent les oreilles des deux lâches. Miaulant de douleur, ils s'enfuirent en courant. Oh, moi j'ai une maman très courageuse, pépia le poussin. Zorba comprit que le balcon n'était pas un endroit sûr, il ne pouvait pas mettre le poussin dans l'appartement, il allait tout salir et l'ami de la famille le découvrirait. Il fallait chercher un endroit sûr. « Viens, on va se promener », miaula Zorba avant de le prendre délicatement entre ses dents.
Chapitre 4. Pas de repos pour le danger. Réunis dans le bazar d'Harry, les chats décidèrent que le poussin ne pouvait pas rester dans l'appartement de Zorba. Les risques qu'il courait étaient nombreux et le plus grand n'était pas la présence menaçante des deux voyous, mais bien l'ami de la famille. Les humains sont hélas imprévisibles. Souvent, avec les meilleures intentions du monde, ils causent les pires malheurs. Ça, c'est bien vrai. Hein. Prenons Harry, par exemple. C'est un brave homme. Hein. Ah oui, il a bon cœur, mais comme il a une grande affection pour le chimpanzé et qu'il sait qu'il aime la bière, chaque fois que le singe a soif, il donne une bouteille. Alors, ce pauvre Mathias est un alcoolique qui a perdu toute honte. Et quand il se saoule, il se met à glapir des chansons terribles. Alors, c'est terrible. Ah oui. Laisse parler du mal qu'ils font intentionnellement. Hein? Pensez à cette pauvre mouette qui est morte par la faute de cette maudite manie d'empoisonner la mer avec des ordures. Après une courte délibération, ils décidèrent que Zorba et le poussin vivraient dans le bazar jusqu'à ce que le poussin ait appris à voler. Zorba irait chez lui tous les matins pour que l'humain ne s'inquiète pas, et il reviendrait ensuite s'occuper du poussin. Bon, ce serait pas mal que ce petit oiseau ait un nom, non ? C'est exactement ce que j'allais proposer. Alors, là, je crains qu'arrêter de m'enlever les miaulements de la bouche ne soit au-dessus de vos forces. Je suis d'accord, il doit avoir un nom. Mais d'abord, il faut savoir si c'est un mâle ou une femelle, miaula Zorba. Il avait à peine terminé sa phrase que Je sais tout avait fait tomber de la bibliothèque un tome de l'encyclopédie, le volume 19, correspondant à la lettre S. Et il le feuilletait en cherchant le mot « sexe ». Malheureusement, l'encyclopédie ne disait rien sur la façon de reconnaître le sexe d'un poussin de mouette. Il faut bien dire que ton encyclopédie ne nous a pas été très utile. Alors, je n'admets pas qu'on mette en doute l'efficacité de mon encyclopédie. Alors, tout le savoir est dans ces livres, répondit Je sais tout, vexé. Mouette, oiseau de mer, vent debout. Oui, le seul qui puisse nous aider à savoir si c'est un oiseau ou une oiselle, c'est vent debout. C'est exactement ce que j'allais miauler. Alors écoutez-moi, je vous interdis de continuer à m'enlever les miaulements de la bouche. Pendant que les chats miaulaient, le poussin se promenait au milieu de douzaines d'oiseaux empaillés. Il y avait des merles, des perroquets, des toucans, des paons, des aigles, des faucons, qu'il regardait avec crainte. Soudain, un animal aux yeux rouges et qui n'était pas empaillé lui barra la route. « Maman, là, maman, à l'aide !» cria-t-il désespéré. Zorba fut le premier à arriver près de lui et à temps, car à cet instant précis, un rat tendait ses pattes de devant vers le cou du poussin. En voyant Zorba, le rat s'enfuit vers une lézarde ouverte dans le mur. « Il voulait me manger. Il voulait me manger !» cria le poussin en se serrant contre Zorba. Ah, on n'avait pas pensé à ce danger. Je crois qu'il va falloir miauler avec les rats. D'accord, mais ne fais pas trop de concessions à ces insolents. Zorba s'approcha de la lézarde. Dedans, il faisait très noir, mais il réussit à voir les yeux rouges du rat. « Je veux voir ton chef », miaula-t-il décidé. « Je suis le chef des rats », lui répondit-on dans l'obscurité. « Bon, si c'est toi le chef des rats, alors vous ne valez même pas les cafards. Préviens ton chef », insista Zorba. Zorba entendit le rat s'éloigner. Ses griffes faisaient grincer le tuyau par lequel il se glissait. Quelques minutes après, il vit réapparaître les yeux rouges dans la pénombre. « Le chef va te recevoir. Dans la cave des coquillages, derrière le coffre du pirate, il y a une entrée. » couina le rat. Zorba descendit jusqu'à la cave. Il chercha derrière le coffre et vit dans le mur un trou par lequel il pouvait passer. Il écarta les toiles d'araignée et s'introduisit dans le monde des rats. Cela sentait l'humidité et les ordures. « Suis les tuyaux d'égout !» cria un rat qu'il ne put voir. Il obéit. À mesure qu'il avançait en rampant sur le ventre, il sentait que sa peau s'imprégnait de poussière et de saleté. Il avança dans l'obscurité jusqu'à un réservoir d'égout à peine éclairé par un faible ray de lumière du jour. Zorba supposa qu'il était au-dessous de la rue et que le ray de lumière entrait par la grille de l'égout. L'endroit empestait, mais était suffisamment haut pour qu'il puisse se redresser sur ses quatre pattes. Au milieu coulait un canal d'eau immonde. C'est alors qu'il vit le chef des rats, un grand rongeur à la peau sombre, couturé de cicatrices.
et qui s'amusait à nettoyer les anneaux de sa queue avec une griffe. Eh bien, regardez qui vient nous voir, le gros chat. Couina le chef des rats. Le gros. Glapirent en chœur des dizaines de rats dont Zorba ne voyait que les yeux rouges. Je veux que vous laissiez le poussin tranquille, miaula-t-il fermement. Alors comme ça, les chats ont un poussin. Oh, je savais. On raconte beaucoup de choses dans les échos. On dit que c'est un poussin délicieux. Reprit le cœur des rats. Vous le mangerez quand il sera grand. Hein, sans nous inviter, égoïste. Répétèrent les autres rats. Comme tu le sais, j'ai liquidé plus de rats que j'ai de poils. S'il arrive quoi que ce soit au poussin, vos heures sont comptées, affirma Zorba avec sérénité. Écoute, boule de graisse, tu as pensé comment tu peux sortir d'ici? On peut faire de toi un bon pâté de chat. Pâté de chat. Reprirent les autres rats. Alors Zorba sauta sur le chef des rats. Il lui tomba sur le dos en lui tenant la tête entre ses griffes. Tu es sur le point de perdre tes yeux, hein? Tes sbires vont peut-être faire de moi un pâté de chat, mais tu ne pourras pas le voir. Alors, vous laissez le poussin tranquille? Comme tu es mal élevé. Bon, tu es mal élevé, ça va. Ni pâté de chat, ni pâté de poussin. On peut tout négocier dans les égouts. Négocions. Qu'est-ce que vous demandez en échange du respect de la vie du poussin? Le libre passage dans la cour. Colonello a ordonné qu'on nous coupe le chemin du marché. Libre passage dans la cour. Libre passage dans la cour. Libre passage dans la cour. Reprit le cœur. D'accord. Vous pourrez passer dans la cour, mais la nuit, quand les humains ne vous verront pas. Nous, les chats, nous devons faire attention à notre prestige, hein? Déclara Zorba en lui lâchant la tête. Il sortit de l'égout à reculons sans perdre de vue le chef des rats et les dizaines d'yeux rouges qui le regardaient, pleins de haine. Chapitre 5. Oiselle ou oisillon? Il leur fallut 3 jours pour arriver à voir Vendebout, un chat de mer, un authentique chat de mer. Vendebout était la mascotte de Hannes II, un puissant bateau de dragage chargé de nettoyer et d'enlever les écueils du fond de l'Elbe. L'équipage du Hannes II appréciait Vendebout, un chat couleur de miel aux yeux bleus, qu'il considérait comme un compagnon supplémentaire pendant les durs travaux de dragage du fleuve. Les jours de tempête, il le couvrait avec un ciré jaune à sa taille, semblable à ceux qu'ils utilisaient eux-mêmes, et Vendebout se promenait sur le pont avec l'air sombre des marins qui affrontent le mauvais temps. Le Hannes II avait nettoyé les ports de Rotterdam, Anvers, Copenhague, et Vendebout racontait des histoires amusantes sur ses voyages. Oui, c'était un authentique chat de mer. Miaula Vendebout en entrant dans le bazar. Le chimpanzé cligna des yeux, perplexe, en voyant s'avancer le chat qui remuait son corps en chaloupant de gauche à droite à chaque pas et qui ignorait l'importance de sa dignité de caissier de l'établissement. « Si tu sais pas dire bonjour, paie au moins l'entrée. Sac à puce !» glapit Mathias. « Idiot à tribord! Par les crocs du barracuda, tu m'as appelé sac à puce? Sache que cette fourrure a été piquée par tous les insectes de tous les ports. Un jour, je te miaulerai l'histoire de certaines tiques qui s'est hissée sur mon dos et qui pesait tellement que je ne pouvais pas la soulever par la barbe de la baleine. Je te miaulerai les poux de l'île de Kakachua qui doivent sucer le sang de 7 hommes à l'apéritif pour être rassasiés. Par les ailerons du requin, lève l'ancre, macaque. Ne me coupe pas le vent, ordonna Vendebout. Et il suivit son chemin sans attendre la réponse du chimpanzé. En arrivant dans la pièce des livres, il salua depuis le seuil les chats qui étaient réunis.
Yaou » miaula Vendebout qui aimait miauler le dialecte à la fois rêche et doux de Hambourg. « Tu arrives enfin, capitano. Ah, tu ne sais pas comment nous avons besoin de toi. » Et il miaulait rapidement l'histoire de la mouette et des promesses de Zorba, promesses qui, ils le répétèrent, les engageaient tous. Vendebout écouta en hochant la tête préoccupé. Par l'encre du calamar. Alors, en mer, il arrive des choses terribles, vous savez. Parfois, je me demande si quelques humains sont pas devenus fous. Ils essayent de faire de l'océan une énorme poubelle. Je viens de draguer l'embouchure de l'Elbe, mais vous pouvez pas imaginer la quantité d'ordures que charrient les marées. Par la carapace de la tortue, nous avons sorti des barils d'insecticides, des pneus, des tonnes de ces maudites bouteilles de plastique que les humains laissent sur les plages. Ah » indiqua Vendebout avec colère. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible. Si ça continue comme ça, bientôt le mot pollution occupera tout le tome 16, lettre P de l'encyclopédie. S'exclama Je sais tout scandalisé. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour ce pauvre oiseau demanda Vendebout. Toi seul, qui connais la mer, peux nous dire si ce poussin est un mâle ou une femelle. Ils l'emmenèrent auprès du poussin qui dormait rassasié, après avoir réglé son compte à un calamar apporté par Secrétario qui, selon les ordres de Colonello, était chargé de son alimentation. Vendebout tendit une patte de devant, lui examina la tête et ensuite souleva les plumes qui commençaient à pousser sur sa queue. Le poussin chercha Zorba de ses yeux effrayés. « Par les pattes du crabe ! Oh, c'est une jolie petite qui un jour pondra autant d'œufs que j'ai de poils sur la queue !» Zorba lécha la tête de l'oiselle. Il regretta de ne pas avoir demandé son nom à la mère, car si la fille était appelée à poursuivre son vol interrompu par la négligence des humains, il aurait été beau qu'elle porte le même nom. Si on considère que l'oiselle a eu la chance, la fortune, de tomber sous notre protection, je propose qu'on l'appelle Afortunada, la fortunée. Par les ouïes de la merlue, c'est un joli nom. Me fait penser à une charmante mouette que j'ai vue en mer Baltique. Elle s'appelait comme ça. Ah oui, Afortunada. Elle était toute blanche, miaula Vendebout. Un jour, elle fera quelque chose de remarquable, oui, d'extraordinaire, et son nom sera dans le tome 1 de l'encyclopédie, la lettre A, assura Je sais tout. Tous tombèrent d'accord sur le nom proposé par Colonello. Alors les 5 chats se mirent en rond autour de l'oiselle, se dressèrent sur leurs pattes de derrière, en tendant les pattes de devant pour former un toit de griffes, et miaulèrent le rituel de baptême des chats du port. « Nous te saluons, Afortunada, la fortunée, amie des chats. Aïe, aïe, aïe » s'écria Vendebout heureux. Chapitre 6. Afortunada, vraiment fortunée. Afortunada grandit rapidement entourée de l'affection des chats. Au bout d'un mois, dans le bazar d'Harry, c'était une jeune mouette svelte, aux plumes soyeuses, couleur d'argent. Quand des touristes visitaient le bazar, suivant les instructions de Colonello, elle restait tranquille parmi les oiseaux empaillés, faisant semblant d'être l'un d'eux. Mais le soir, quand le musée fermait, que le vieux loup de mer se retirait, alors elle se promenait de sa démarche maladroite d'oiseau de mer dans toutes les pièces, s'émerveillant devant les 1000 objets qu'il y avait là, tandis que Je sais tout cherchait dans tous les livres la méthode pour que Zorba lui apprenne à voler. Alors, voler, voilà. Voler consiste à pousser l'air vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Ah bon? Ah oui. Voilà quelque chose d'important, marmonnait-il, le nez fourré dans ses livres. « Et pourquoi je dois voler ?» demandait Afortunada, les ailes bien collées contre le corps. Parce que tu es une mouette, que les mouettes volent. C'est terrible, quoi. C'est terrible que tu ne saches pas le faire. Mais je ne veux pas voler, je veux pas non plus être une mouette. Je veux être un chat. Et les chats ne volent pas, voilà. Un soir, elle s'approcha du comptoir de l'entrée et fit une rencontre désagréable avec le chimpanzé. « Ne viens pas faire caca par ici, espèce d'oiseau !»« Pourquoi vous dites ça, monsieur le singe ?»« C'est tout ce que savent faire les oiseaux, caca. Tu es un oiseau, caca !» répéta-t-il très sûr de son affirmation. « Vous vous trompez ?
Je suis un chat et un chat très propre. J'ai la même caisse que je sais tout. Pépia-t-elle en cherchant à gagner la sympathie du chimpanzé. Cette bande de sacs à puce t'a convaincu que tu étais un gueuleur, mais regarde-toi, tu as 2 pattes, hein, les chats en ont 4, tu as des plumes, les chats ont des poils et la queue, hein? Où elle est ta queue? T'es aussi folle que ce chat qui passe son temps à lire et à miauler, mais c'est terrible, espèce d'oiseau idiot. Et tu veux savoir pourquoi tes amis te cajolent? Parce qu'ils attendent que tu grossisses pour faire un grand banquet, ils te mangeront tout entière avec tes plumes et tout, voilà. Ce soir-là, les chats s'étonnèrent que la mouette ne vienne pas manger son plat préféré, les calamars que Secrétario chapardait dans la cuisine du restaurant. Inquiets, ils la cherchèrent et ce fut Zorba qui la trouva, abattue et triste, parmi les animaux empaillés. « Tu n'as pas faim, Afortunada ?» demanda Zorba. « Il y a des calamars. » La mouette n'ouvrit pas le bec. « Ah, tu n'es pas bien, tu es malade !» insista Zorba inquiet. « Tu veux que je mange pour que je grossisse ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Pour que tu grandisses et que tu sois forte et en bonne santé. » « Et quand je serai grosse, tu éviteras les rats pour me manger !» cria-t-elle les yeux pleins de larmes. « Mais d'où sors-tu ces bêtises ?» miaula énergiquement Zorba. Retenant ses sanglots, Afortunada raconta tout ce que Mathias lui avait glapi. Zorba lécha ses larmes et s'entendit soudain miauler comme il ne l'avait jamais fait auparavant. « Tu es une mouette. Là, le chimpanzé a raison, mais seulement pour cela. Nous t'aimons tous, Afortunada, et nous t'aimons parce que tu es une mouette, une jolie mouette. Nous ne te contredisons pas quand tu cries que tu es un chat, car nous sommes fiers que tu veuilles être comme nous. Mais tu es différente, et nous aimons que tu sois différente. Nous n'avons pas pu aider ta mère, mais toi, nous le pouvons. Nous t'avons protégée depuis que tu es sortie de ton œuf. Nous t'avons donné toute notre tendresse, sans jamais penser à faire de toi un chat. Nous t'aimons, mouette. Nous sentons que toi aussi tu nous aimes, que nous sommes tes amis, ta famille. Et il faut que tu saches qu'avec toi, nous avons appris quelque chose qui nous emplit d'orgueil. Nous avons appris à apprécier, à respecter et à aimer un être différent. Il est très facile d'accepter d'aimer ceux qui nous ressemblent, mais quelqu'un de différent, c'est très difficile. Et tu nous as aidés à y arriver. Tu es une mouette, et tu dois suivre ton destin de mouette. Tu dois voler. Quand tu y arriveras, Afortunada, je t'assure que tu seras heureuse. Et alors, tes sentiments pour nous et nos sentiments pour toi seront plus intenses et plus beaux, car ce sera une affection entre des êtres totalement différents. « Moi, j'ai peur de voler !» piailla Afortunada en se redressant. « Et quand ce sera le moment ? Quand ce sera le moment, je serai avec toi, je l'ai promis à ta mère !» miaula Zorba en lui léchant la tête. La jeune mouette et le chat, grand, noir et gros, se mirent à marcher. Lui, il lui léchait la tête avec tendresse, et elle lui couvrait le dos de l'une de ses ailes. Chapitre 7. On apprend à voler. Alors, oui, avant de commencer, récapitulons une dernière fois les aspects techniques. Depuis la plus haute étagère d'une bibliothèque, Colonello, Secrétario, Zorba et Vendebout observaient attentivement ce qui se passait en bas. Là, il y avait Afortunada, debout à l'extrémité d'un couloir, appelé piste de décollage, et à l'autre extrémité, je sais tout, penché sur le tome 12, correspondant à la lettre L de l'encyclopédie. Le livre était ouvert à l'une des pages consacrées à Léonard de Vinci, et l'on voyait un engin bizarre, baptisé machine à voler par le grand maître italien. Alors, s'il vous plaît, vérifions d'abord la stabilité des points d'appui, A et B, indiqua je sais tout. Point A et B, vérifiés, répéta Fortunada en sautant d'abord sur sa patte gauche et ensuite sur la patte droite.
Parfait. Alors maintenant, vérifions l'extension les points C et D, miaula je sais tout, qui se sentait aussi important qu'un ingénieur de la NASA. Extension des points C et D vérifiée. Cria Fortunada en étendant les deux ailes. Parfait. Alors, répétons tout encore une fois, ordonna je sais tout. Oh, pas par les moustaches du turbo, laisse-la voler une bonne fois, s'exclama Van Boo. Je vous rappelle, alors écoutez, je vous rappelle que je suis responsable du vol. Alors, bon, tout doit être parfaitement assuré, car les conséquences peuvent être terribles pour Afortunada. Alors ça, je le dis, terrible, terrible. Il a raison. Il sait ce qu'il fait, non? Oui, c'est exactement ce que j'allais moi-même miauler. Est-ce qu'un jour, vous allez cesser de m'enlever les miaulements à la bouche? Afortunada était là sur le point de tenter son premier vol. Au cours de la dernière semaine, en effet, 2 événements avaient fait comprendre au chat que la mouette désirait voler, même si elle dissimulait très bien ce désir. Le premier événement s'était déroulé un après-midi où Afortunada avait accompagné les chats prendre le soleil sur le toit du bazar d'Harry. Alors qu'ils étaient là à profiter des chauds rayons du soleil, ils virent planer au-dessus d'eux, très haut, 3 mouettes. Elles étaient belles, majestueuses, se découpant contre le bleu du ciel. Parfois, elles avaient l'air immobiles, flottant simplement dans l'air, les ailes étendues. Mais il leur suffisait d'un léger mouvement pour se déplacer avec une grâce et une élégance qui donnaient envie d'être avec elles, là-haut. Soudain, les chats cessèrent de regarder le ciel et posèrent les yeux sur Afortunada. La jeune mouette observait le vol de ses congénères et, sans s'en rendre compte, étendait ses ailes. « Regardez ça, elle veut voler. » Oui, il est temps qu'elle vole. C'est maintenant une mouette grande et forte. Afortunada, mais oui, vole. Essaye, suggéra Secrétario. En attendant les miaulements de ses amis, Afortunada replia ses ailes et s'approcha d'eux. Elle se coucha près de Zorba et fit résonner son bec comme si elle ronronnait. Le deuxième événement eut lieu le lendemain, tandis que les chats écoutaient Vent debout raconter une histoire. Et comme je vous le miaulais, les vagues étaient si hautes si hautes que nous ne pouvions pas voir la côte. Et par la graisse du cachalot, pour comble de malheur, notre boussole était cassée. Ah oui. Nous avions passé 5 jours et 5 nuits en pleine tempête et nous ne savions plus si nous naviguions vers la côte ou si nous nous enfoncions vers le large. Alors, au moment où nous nous sentions perdus, le timonier vit un vol de mouettes. Un vol de mouettes! Oh, quelle joie, mes amis! Nous nous sommes efforcés de suivre le vol de mouettes et nous avons réussi à atteindre la terre ferme. Par les dents du barracuda, ces mouettes nous ont sauvé la vie. Eh oui, eh oui. Si nous ne les avions pas vues, je ne serais pas là pour vous miauler cette histoire. Afortunada, qui suivait toujours avec attention les histoires du chat de mer, l'écoutait en ouvrant de grands yeux. Les mouettes volent les jours de tempête? Demanda-t-elle. Par les tortillements de l'anguille, les mouettes sont les oiseaux les plus forts du monde. Aucun oiseau ne vole mieux qu'une mouette, affirma Van Boo. Les miaulements du chat pénétraient au plus profond du cœur d'Afortunada. Elle frappait le sol de ses pattes et remuait son bec avec nervosité. « Tu veux voler, jeune fille ?» demanda Zorba. Afortunada les regarda un à un avant de répondre. « Oh oui, oui, s'il vous plaît, apprenez-moi à voler. » Les chats miaulèrent leur joie et se mirent immédiatement à l'œuvre. Ils avaient longtemps espéré ce moment. Avec toute la patience dont seuls les chats sont capables, ils avaient attendu que la jeune mouette leur fasse part de son désir de voler. Car la vieille sagesse des chats leur avait fait comprendre que voler est une décision très personnelle. Et le plus heureux de tous était Je sais tout, qui avait trouvé les principes du vol dans le tome 12, lettre L de l'encyclopédie, et serait donc responsable de la direction des opérations. Bon, alors, prête pour le décollage, hein? Prête pour le décollage. Alors, commencez par... commencez à avancer sur la piste en repoussant le sol à l'aide des points d'appui. A et B. Voilà. Afortunada se mit à avancer, mais lentement, comme si elle patinait avec des patins mal graissés. Plus vite. La jeune mouette avança un peu plus vite. Maintenant, étendez les points C et D. Voilà. Oui. Afortunada étendit ses ailes tout en avançant. Maintenant, levez le point E. Afortunada leva les plumes de sa queue. Voilà. Et maintenant, remuez de haut en bas les points C et D en poussant l'air vers le bas. Voilà. Repliez simultanément les points A et B. Voilà. Oui.
Afortunada battit des ailes, replia ses pattes, s'éleva de quelques centimètres, mais retomba immédiatement comme un sac. D'un bond, les chats descendirent de l'étagère et coururent jusqu'à elle. Ses yeux étaient pleins de larmes. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Voilà. Répétait-elle, affligée. Mais on ne vole jamais du premier coup, tu vas y arriver, je te le promets. Miaula Zorba en lui léchant la tête. Je sais tout essayer de trouver l'erreur en examinant encore une fois la machine à voler de Léonard de Vinci. Chapitre 8. Les chats décident de briser un tabou. Afortunada essaya 17 fois de s'envoler et 17 fois elle retomba par terre après avoir réussi à s'élever de quelques centimètres. Je sais tout, plus maigre encore que d'habitude, s'était arraché les poils de la moustache à la suite des 12 premiers échecs et se disculpait avec des miaulements tremblants. Alors là, je ne comprends pas. Alors, j'ai consciencieusement révisé la théorie du vol, j'ai comparé les instructions de Léonard de Vinci avec tout ce qui se trouve à l'article aérodynamique, tome 1, lettre A de l'encyclopédie, et pourtant, alors, on n'a pas réussi. Oh, c'est terrible, hein, c'est terrible, terrible. Les chats acceptaient ces explications et toute leur attention se concentrait sur Afortunada qui, après chaque essai de vol manqué, devenait de plus en plus triste et mélancolique. Après le dernier échec, Colonello décida d'arrêter les essais. Son expérience lui disait que la mouette commençait à perdre confiance en elle et c'était très dangereux si elle voulait vraiment voler. Mais peut-être qu'elle ne peut pas. Peut-être qu'elle a trop vécu avec nous et qu'elle a perdu sa capacité de voler. Si on suit les instructions techniques, si on respecte les lois de l'aérodynamique, on peut voler. Voilà, on peut. N'oubliez pas que tout est dans l'encyclopédie. Par la queue de l'arrêt, c'est une mouette, et les mouettes ça vole. Elle doit voler, je l'ai promis à sa mère, je lui ai promis à elle, elle doit voler. Et tenir cette promesse nous concerne tous. Reconnaissons que nous sommes incapables de lui apprendre à voler, qu'il faut chercher de l'aide en dehors du monde des chats, suggéra Zorba. Miaule clair, Zorba, où veux-tu en venir ? Demanda sérieusement Colonello. Je demande l'autorisation de briser le tabou pour la première fois de ma vie, miaula Zorba en regardant ses compagnons dans les yeux. Briser le tabou ! Miaulèrent les chats en sortant leurs griffes et en se hérissant. Miauler la langue des humains est tabou. C'est ce que disait la loi des chats, et ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas intérêt à communiquer avec les humains. Le grand risque, c'était la réponse des humains. Que ferait-il d'un chat qui parle ? Certainement, il l'enfermerait dans une cage pour le soumettre à toutes sortes d'expériences stupides, car les humains sont en général incapables d'accepter qu'un être différent d'eux les comprenne et essayent de se faire comprendre. Par exemple, les chats étaient au courant du triste sort des dauphins, qui s'étaient comportés de façon intelligente avec les humains et que ceux-ci avaient condamné à faire les clowns dans des spectacles aquatiques. Et ils savaient aussi les humiliations que les humains font subir à tout animal qui se montre intelligent et réceptif avec eux. Par exemple, les lions. Les grands félins ont été obligés de vivre derrière des grilles et d'accepter qu'un crétin mette sa tête dans leur gueule. Les perroquets sont en cage et répètent des sottises, de sorte que miauler dans le langage des humains était un très grand risque pour les chats. Reste auprès d'Afortunada. Nous allons nous retirer pour discuter ta requête. La conférence des chats dura de longues heures pendant lesquelles Zorba resta couché près de la mouette qui ne cachait pas sa tristesse de ne pas savoir voler. Il faisait nuit quand la conférence prit fin. Zorba s'approcha pour connaître la décision. Nous, les chats, t'autorisons à briser le tabou une seule fois. Tu ne miauleras qu'avec un seul humain et nous déciderons ensemble avec lequel d'entre eux, déclara solennellement Colonello.
Chapitre 9. Le choix de l'humain. Il ne fut pas facile de décider avec quel humain miaulerait Zorba. Les chats firent une liste de tous ceux qu'ils connaissaient et les écartèrent l'un après l'autre. René, le cuisinier, est sans aucun doute un humain juste et bon. Il nous garde toujours une part de ses spécialités, que Secrétario et moi dévorons avec plaisir. Mais ce brave René ne s'y connaît qu'en épices et en casseroles. Il ne nous serait pas d'un grand secours pour notre problème. Harry aussi est un brave type, compréhensif et aimable avec tout le monde, même avec Mathias, auquel il pardonne des abus terribles, comme s'inonder de patchouli, ce parfum qui a une odeur terrible. Terrible. Depuis, il connaît bien la mer, la navigation, mais je crois qu'il n'a pas la moindre idée sur le vol. Ah, pas le moindre, non. Carlo, le chef des garçons du restaurant, affirme que je lui appartiens et je lui laisse croire parce qu'il est gentil. Malheureusement, il s'y connaît en football, en basketball, en volleyball, en course des chevaux, boxe, tous les sports, mais je l'ai jamais entendu parler de vol, hein? Non. Parlez, s'il de l'anémone. Mon capitaine est un homme très doux qui, au cours de sa dernière bagarre dans un bar d'Anvers, a affronté 12 types qu'il avait insultés et l'en a mis hors de combat que la moitié. Par ailleurs, il a le vertige sur une chaise. Mais par les tentacules du poulpe, je pense pas qu'il puisse nous être utile. Le garçon de chez moi me comprendrait, mais il est en vacances. Et que peut savoir un enfant sur le vol? Porca miseria. On a fini la liste. Non. Il y a un humain qui n'est pas sur la liste. Celui qui vit chez Bouboulina, indiqua Zorba. Bouboulina était une belle chatte blanche et noire qui passait de longues heures parmi les fleurs d'un balcon. Tous les chats du port se promenaient lentement devant elle, montrant l'élasticité de leur corps, le brillant de leur fourrure bien soignée, la longueur de leurs moustaches, l'élégance de leur queue dressée. Ils essayaient de l'impressionner. Mais Bouboulina paraissait indifférente. Elle n'acceptait que les caresses d'un humain qui s'installait sur le balcon avec une machine à écrire. C'était un humain bizarre, qui parfois riait en lisant ce qu'il venait d'écrire, et d'autres fois froissait sans les lire les pages arrachées à la machine. De son balcon s'échappait toujours une musique douce et mélancolique qui endormait Bouboulina et provoquait de gros soupirs chez les chats qui passaient tout près. L'humain de Bouboulina. Et pourquoi lui? Mais je sais pas, il m'inspire confiance. Je l'ai entendu lire ce qu'il écrit. Ah, ce sont de beaux mots qui rendent joyeux ou tristes, mais qui donnent toujours du plaisir et le désir de continuer à écouter. Oh ben, oui, c'est un poète, quoi. Ouais, c'est un poète. C'est ce qu'il fait, s'appelle Poésie, tome 16, lettre P de l'encyclopédie. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'un humain s'est volé? Il ne s'est peut-être pas volé avec des ailes d'oiseau, mais en l'entendant, j'ai toujours pensé qu'il volait avec ses mots. Ah, alors, que ceux qui sont d'accord pour que Zorba miaule avec l'humain de Bouboulina lèvent la patte droite. C'est ainsi que Zorba fut autorisé à miauler avec le poète. Chapitre 10. Une chatte, un chat et un poète. Zorba prit le chemin des toits pour arriver jusqu'au balcon de l'humain choisi. En voyant Bouboulina étendue parmi les fleurs, il soupira avant de miauler. « Bouboulina, n'aie pas peur, je suis sur le toit. »« Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu » demanda la chatte en se levant. Non, ne t'en va pas, s'il te plaît. Je m'appelle Zorba et j'habite près d'ici. J'ai besoin de ton aide. Je peux descendre sur le balcon? La chatte lui fit un signe de tête. Zorba sauta sur le balcon et s'assit. Bouboulina s'approcha pour le sentir. « Tu sens les livres, l'humidité, les vieux habits, l'oiseau, la poussière. Mais on voit que ta peau est propre, » constata la chatte. Ce sont les odeurs du bazar d'Harry. Ne t'étonne pas si je sens aussi le chimpanzé. Une musique douce arrivait jusqu'au balcon. Quelle belle musique, miaula Zorba. Vivaldi, les 4 saisons. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu me fasses entrer et que tu m'amènes à ton humain. Impossible. Il travaille et personne
même pas moi, n'a pas la déranger. Non, je t'en prie, c'est urgent, je te le demande au nom de tous les chats du port. Mais pourquoi veux-tu le voir? Je dois miauler avec lui. Mais c'est tabou, va-t'en! Miaula Bouboulina hérissée. Non. Et si tu ne veux pas m'amener à lui, qu'elle vienne. Tu aimes le rock, Minette? Dans l'appartement, l'humain tapait à la machine à écrire. Il était heureux car il était sur le point de terminer un poème et les vers lui venaient avec une fluidité étonnante. Soudain, du balcon, lui parvinrent les miaulements d'un chat qui n'était pas sa Bouboulina. C'étaient des miaulements discordants qui avaient cependant l'air d'avoir un rythme. Ennuyé, mais intrigué, il sortit et dut se frotter les yeux pour croire ce qu'il voyait. Sur le balcon, Bouboulina se bouchait les oreilles avec ses pattes de devant, et en face d'elle, un chat grand, noir et gros, assis sur son derrière, tenait dans une de ses pattes de devant sa queue comme un instrument de musique et de l'autre patte la grattait comme une corde de guitare, en même temps qu'il poussait des miaulements exaspérants. Bouboulina, ouh, Bouboulina, Bouboulina, ouh, miaoulina, ouh. Remis de sa surprise, il ne put retenir son hilarité et au moment où il se pliait de rire, en se tenant le ventre, Zorba en profita pour se glisser dans l'appartement. Quand l'humain se retourna, toujours en riant, il vit le chat, grand, noir et gros, assis sur un fauteuil. Quel concert! Tu es un séducteur original, et je crains que Bouboulina n'aime pas ta musique. Oh là là, quel concert! Dit l'humain. Je sais que je chante très mal. Personne n'est parfait, répondit Zorba dans le langage des humains. L'humain ouvrit la bouche, se frappa la tête et s'appuyant contre un mur. Mais tu parles. Et toi aussi tu parles, et je ne m'étonne pas. Bon, s'il te plaît, calme-toi. Un chat qui parle, dit l'humain en se laissant tomber sur le sofa. Non, je ne parle pas, je miaule, mais dans ta langue. Voilà, je sais miauler dans beaucoup de langues, indiqua Zorba. L'humain porta ses mains à sa tête et se cacha les yeux en répétant « C'est la fatigue, alors ça, c'est la fatigue, non mais je travaille trop, moi, c'est la fatigue. » Quand il enleva les mains de sur ses yeux, le chat, grand, noir et gros, était toujours sur le fauteuil. « Non, c'est une hallucination. Tu es une hallucination, n'est-ce pas ? » Ah non, je suis un vrai chat qui miaule avec toi. Voilà, les chats du port t'ont choisi parmi beaucoup d'humains pour te confier un grand problème et pour que tu nous aides. Tu n'es pas fou, je suis réel, affirma Zorba. Et tu dis que tu miaules dans beaucoup de langues ? Demanda l'humain incrédule. Ben oui. Tu veux une preuve ? Proposa Zorba. Buongiorno, dit l'humain. Il est tard, il vaut mieux dire buonasera, corrigea Zorba. Calimera, insista l'humain. Calispera. Je t'ai déjà dit qu'il est tard. Doberdan, cria l'humain. Dobretra. Tu me crois maintenant ? Oui. Et si tout ça est un rêve, quelle importance. Ah, ça me plaît, je veux continuer à rêver, répondit l'humain. Alors, je peux en venir au fait ? Interrogea Zorba. L'humain approuva, mais lui demanda de respecter le rite de la conversation des humains. Il servit au chat une soucoupe de lait et il s'installa lui-même sur le sofa, un verre de cognac à la main. « Miaule, chat !» dit l'humain. Et Zorba lui rapporta l'histoire de la mouette, de l'œuf, d'Afortunada et des efforts infructueux des chats pour lui apprendre à voler. « Tu peux nous aider ?» demanda Zorba, lorsqu'il eut fini son récit. « Ah, je crois que oui. » Et cette nuit même, répondit l'humain. Cette nuit, tu es sûr ? Regarde par la fenêtre, chat, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois ? Demanda l'humain. Ah, des nuages ? Des nuages noirs ? Il va pleuvoir, observa Zorba. C'est bien pour ça, dit l'humain. Ah, je comprends pas, je regrette, mais je ne comprends pas, reconnut Zorba. Alors l'humain alla dans son bureau, prit un livre et chercha dans ses pages. Écoute, chat. Je vais te lire quelque chose d'un poète appelé Bernardo Achaga. Des vers d'un poème intitulé « Les mouettes ». Mais leur petit cœur d'équilibriste, ne soupire jamais autant que pour cette pluie bête qui amène le vent presque toujours, qui amène le soleil presque toujours. Je comprends.
J'étais sûr que tu pouvais nous aider, miaula Zorba en sautant du fauteuil. Ils se donnaient rendez-vous à minuit à la porte du bazar et le chat grand, noir et gros courut informer ses compagnons. Chapitre 11. Le vol. Une pluie fine tombait sur Hambourg et des jardins montaient l'odeur de la terre humide. L'asphalte des rues brillait et les enseignes de néon se reflétaient déformées sur le sol mouillé. Un homme seul, enveloppé dans une gabardine, marchait dans la rue du Port en direction du bazar d'Harry. Il n'en est pas question. Même si vous me plantez vos 50 griffes dans le derrière, je ne vous ouvrirai pas la porte. Mais personne n'a l'intention de te faire du mal. Nous te demandons une faveur, c'est tout, miaula Zorba. L'horaire d'ouverture, c'est 9h le matin, 18h le soir. C'est le règlement et on doit le respecter. Par les moustaches du mort, est-ce que tu pourrais pas être aimable une fois dans ta vie, macaque? Je vous en prie, monsieur le singe. Supplia Fortunata. Impossible. Le règlement m'interdit de tendre la main et d'ouvrir le verrou que vous, comme vous n'avez pas de doigts, sac à puce, vous ne pourrez pas ouvrir. Précisa malicieusement Mathias. Alors, tu es un singe terrible, alors là, ouais, terrible, s'écria Je sais tout. Il y a un humain dehors et il regarde sa montre. Avertit Secrétario qui regardait par la fenêtre. C'est le poète, il n'y a plus de temps à perdre, s'exclama Zorba en courant à toute vitesse vers la fenêtre. Les cloches de l'église Saint-Michel commencèrent à sonner les 12 coups de minuit et l'humain sursauta au bruit des vitres cassées. Le chat grand, noir et gros tomba dans la rue au milieu d'une pluie d'éclats de verre. Mais il se releva sans s'occuper des blessures qu'il s'était faites à la tête et il sauta de nouveau sur la fenêtre d'où il venait de sortir. L'humain s'approcha au moment précis où une mouette était hissée sur le bord de la fenêtre par plusieurs chats. Un chimpanzé se tripotait la figure en essayant de se cacher les yeux, les oreilles et la bouche en même temps. « Aidez-la, qu'elle ne se blesse pas avec la vitre !» miaula Zorba. « Venez ici tous les deux !» dit l'humain en les prenant dans ses bras. L'humain s'éloigna rapidement de la porte du bazar. Sous son imperméable, il emportait un chat, grand, noir et gros, et une mouette aux plumes argentées. « Canaille, bandit, vous allez me le payer !»« Tu l'as cherché, et tu sais ce que Harry va penser demain, que c'est toi qui as cassé le carreau !» Caramba, vous avez encore réussi à m'enlever les miaulements de la bouche, protesta Colonello. Par les crocs de la murène, sur le doigt, nous allons voir voler notre Infortunada. Le chat grand, noir et gros et la mouette étaient bien installés sous l'imperméable. Ils sentaient la chaleur du corps de l'humain qui marchait d'un pas rapide et sûr. Ils écoutaient leur cœur battre à des rythmes différents, mais avec la même intensité. « Chat, tu es blessé ?» demanda l'humain en voyant des taches de sang sur les revers de son imperméable. « Non, ça n'a pas d'importance. Où est-ce qu'on va ?»« Tu comprends le langage de l'humain ?»« Oui. Et c'est un homme de cœur qui va t'aider à voler. »« Tu comprends le langage de la mouette ?» demanda l'humain. « Dis-moi où on va, » insista Zorba. « On ne va plus, on est arrivé, » répondit l'humain. Zorba sortit la tête. Ils étaient en face d'un grand bâtiment. Il leva les yeux et reconnut la tour Saint-Michel, éclairée par des projecteurs. Les faisceaux de lumière frappaient en plein la structure svelte, recouverte de cuivre, à laquelle le temps, la pluie et les vents avaient donné une patine verte. « Mais les portes sont fermées !» miaula Zorba. « Pas toutes. Je viens souvent ici, fumer, penser, seul, les jours de tempête. Je connais une entrée, » répondit l'humain. Ils firent le tour et entrèrent par une petite porte latérale que l'humain ouvrit avec son couteau. De sa poche, il sortit une lampe et, éclairé par son mince rayon de lumière, ils commencèrent à monter un escalier en colimaçon qui paraissait interminable. « J'ai peur, » pépia Fortunata. « Mais tu veux voler, n'est-ce pas ?» interrogea Zorba. Du clocher de Saint-Michel, on voyait toute la ville. La pluie enveloppait la tour de la télévision et sur le port, les grues ressemblaient à des animaux au repos. « Regarde là-bas, on voit le bazar d'Harry. C'est là que sont nos amis, miaula Zorba. »« J'ai peur, maman !»
cria Fortunata. Zorba sauta sur la balustrade qui protégeait le clocher. En bas, les autos ressemblaient à des insectes aux yeux brillants. L'humain prit la mouette dans ses mains. Non, non, j'ai peur, Zorba! Zorba! J'ai peur, non, Zorba! Cria-t-elle en donnant des coups de bec sur les mains de l'homme. Attends! Pose-la sur la balustrade, miaula Zorba. Je ne voulais pas la lancer, dit l'humain. Tu vas voler, Fortunata. Respire, sans la pluie, c'est de l'eau. Dans ta vie, tu auras beaucoup de raisons d'être heureuse, et l'une d'elles s'appelle l'eau. Une autre le vent, une autre le soleil qui arrive toujours comme une récompense après la pluie. Tu la sens, tu sens la pluie. Ouvre les ailes, miaula Zorba. La mouette ouvrit les ailes. Les projecteurs la baignaient de lumière et la pluie saupoudrait ses plumes de perles. L'humain et le chat la virent lever la tête, les yeux fermés. La pluie, oh, l'eau, oh, j'aime. Tu vas voler, assura Zorba. Oh, je t'aime, tu es un chat très bon. Cria-t-elle en s'approchant du bord de la balustrade. Tu vas voler. Le ciel tout entier sera à toi, miaula Zorba. Je ne t'oublierai jamais, ni les autres chats. Cria-t-elle les pattes à moitié en dehors de la balustrade. Comme le disaient les vers d'Achaga, son petit cœur était celui des équilibristes. Vole, miaula Zorba en tendant une patte et en la touchant à peine. Fortunata disparut de leur vue, et l'humain et le chat craignirent le pire. Elle était tombée comme une pierre. En retenant leur respiration, ils passèrent la tête par-dessus la balustrade et la virent qui battait des ailes, survolait le parking. Ensuite, ils la virent monter bien plus haut que la girouette d'or qui couronnait la beauté singulière de Saint-Michel. Fortunata volait solitaire dans la nuit de Hambourg. Elle s'éloignait en battant énergiquement des ailes pour s'élever au-dessus des grues du port, au-dessus des mâts des bateaux, puis elle revenait en planant et tournait autour du clocher de l'église. Je vole! Zorba, je sais voler! Criait-elle euphorique depuis l'immensité du ciel gris. L'humain caressa le dos du chat. « Eh bien, chat, on a réussi, dit-il en soupirant. Oui, au bord du vide, elle a compris le plus important, miaula Zorba. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle a compris? Demanda l'humain. Que seul vole celui qui ose le faire. Je pense que maintenant ma compagnie te gêne. Je t'attends en bas. Et l'humain s'en alla. Zorba resta à la contempler jusqu'à ne plus savoir si c'était les gouttes de pluie ou les larmes qui brouillaient ses yeux jaunes de chat grand, noir et gros, de chat bon, de chat noble, de chat du port.